Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI Money, votre magazine dédié aux banques, aux assurances, aux financiers, à votre argent. Et avec moi, notre team de chroniqueurs, avec Soraya qui nous ramène des bons plans. Et ce soir, que nous réservez-vous? Alors Justine, si vous avez besoin d'un menuisier, d'un plombier ou d'un électricien, plus besoin de chercher très loin, vous avez désormais des plateformes qui se chargent de vous mettre en relation avec ces artisans. Ce sont les plateformes de prestation de services et on en parle tout à l'heure. Et on verra ça tout à l'heure, comme vous dites. Et avec vous, Christelle, vous nous emmenez en immersion dans le domaine des assurances, mais plus précisément à la rencontre d'un responsable des sinistres. Oui, Justine, l'après-sinistre, ce moment de stress où on se demande si on sera indemnisé ou à combien va se lever la prise en charge. Autant de préoccupations auxquelles on va essayer de répondre dans le reportage de cette semaine. Très bien. Et Landry, le monsieur chiffre de cette émission, a décidé ce soir de nous parler du café ivoirien. Effectivement, Justine, le café qui est l'une des boissons les plus consommées au monde et en la matière, la Côte d'Ivoire est le 3e producteur africain. À l'issue de la campagne 2020-2021, le pays a vu sa production s'établir à 1,06 million de sacs de 60 kg. Je vous donne tous les détails incessamment. On a hâte. Ne manquez pas notre rubrique Le Money Time qui vous explique le jargon de la finance ce soir. Focus sur l'avance sur facture. Et puis en fin d'émission, je recevrai pour vous Youssouf Karus, financier, fondateur et directeur général de Pulsar Partners, une société d'investissement qui nous parlera des opportunités et obstacles des investisseurs. Mais avant, voici le chiffre de la semaine. Landry, vous nous parlez ce soir de la production de café à l'issue de la campagne 2020-2021. Tout à fait, Justine. La production caféière ivoirienne s'est établie à 1,06 million de sacs de 60 kg à l'issue de la campagne 2020-2021. Malgré une telle production, la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à faire mieux que sa production précédente, c'est-à-dire la campagne 2019-2020, où la production était à 1,725 million de sacs de 60 kg. Malgré cette baisse, le pays maintient toujours son statut de 3e producteur africain derrière l'Éthiopie, qui a une capacité de production de plus de 7 millions de sacs de 60 kg. L'Ouganda en 2e position avec une capacité de production de près de 6,49 millions de sacs de 60 kg. Madagascar et la Tanzanie viennent compléter le top 5 des producteurs africains sur le continent. Et comment on peut expliquer cette baisse de production ? Alors, il faut dire que la crise coronavirus a bousculé toute l'économie mondiale, une crise sanitaire qui a eu un impact sur les chiffres. Les filières de production et d'acheminement ont été désorganisées. Selon les données provisoires du port autonome d'Abidjan, les exportations du café Robusta ont chuté de 54%, totalisant 25 505 tonnes. Et contrairement au cacao, qui a vu son prix Bourchamp baisser, le prix du café, lui, est revu à la hausse pour la campagne 2021-2022. Exactement. Les autorités ivoiriennes ont décidé d'augmenter le prix Bourchamp du café de 150 francs, soit une hausse de 27%. Pour la campagne 2021-2022, le café sera payé aux producteurs à 700 francs CFA au lieu de 550 francs CFA pour la campagne précédente. Une filière café-cacao qui a bénéficié d'une enveloppe de 125 milliards de francs CFA de la Banque nationale d'investissement, histoire de booster la production de la filière et aussi encourager les paysans qui travaillent sans relâche pour rehausser le niveau de production au niveau international. Une production qui est vue en hausse à l'issue de la campagne 2021-2022 à plus de 37,8% pour s'établir à 1,47 million de sacs de 60 kg. Merci Landry. À présent, passons à la seconde rubrique de cette émission, le 24 heures avec, pour découvrir notre immersion de la semaine. Christelle, cette semaine, vous nous emmenez dans le quotidien d'un responsable des sinistres. Dites-nous tout. Oui, on l'appelle aussi gestionnaire de sinistres ou directeur des prestations. C'est l'interface entre la maison d'assurance et l'assuré. Il analyse et indemnise l'assuré. Il peut être généraliste dans le cas des assurances multirisques professionnelles ou particuliers, comme spécialisé par exemple en assurance automobile. Et c'est le cas de Didier Assemian, directeur des prestations dans une maison d'assurance de la place. Alors, quel est le processus d'indemnisation? Comment est déterminé le coût du préjudice par la maison d'assurance et de l'indemnisation pour le client? Eh bien, pour tout savoir, regardez ce reportage. Vous me dites ce qui s'est passé? C'est une moto qui voulait faire un dépassement et il est parti, il est venu me prendre sur le flanc droit. Ce matin-là, une expertise est faite sur le véhicule de Fall Ouattara, cliente de cette maison d'assurance. Ici, dans cette agence, ne sont traités que les cas de sinistres automobiles. Victime d'un accrochage avec un motocycliste, elle est venue ce jour pour se faire indemniser.
le chiffrage, nous avons évalué faire 202 200. Voilà. Pour la totalité de réparation. À peine l'expertise du véhicule terminée, le point sur le devis de réparation est remis à Didier Assemian. En sa qualité de gestionnaire des sinistres, il enregistre, analyse et monte au quotidien les dossiers des clients pour l'indemnisation après sinistre. Un montant d'indemnisation qui est fixé en fonction du niveau des dégâts du véhicule. Si vous êtes d'accord avec le montant, vous allez signer. Si vous avez des zones d'ombre, vous pouvez tranquillement aller chez vous, faire l'analyse que vous voulez et nous revenir. 200 000 francs CFA, c'est la somme que percevra Fall Ouattara pour la réparation de son véhicule. En moins de 4 heures de temps, elle sera indemnisée grâce à la stratégie de l'avance sur recours mise en place par la compagnie de Didier. Une stratégie qui leur permet de régler rapidement les sinistres de leurs clients et de les fidéliser en leur évitant ainsi les 3 mois d'attente prévus par la procédure normale. Avec l'avance sur recours, le client reçoit son chèque d'indemnisation par anticipation en attendant le chèque que la compagnie adverse va établir à son ordre pour dédommager le client. Aujourd'hui, tous les assureurs arrêtent un montant plafond de la garantie avant ce recours anticipé qui est de 3 millions. Si le sinistre fait 7 millions par exemple, c'est la différence de 4 millions qui sera après remis à ce client-là. Avant de venir dans cette assurance, j'étais dans d'autres. Une fois que le constat parvient, on mettait déjà plusieurs semaines afin que l'expert voit, apprécie, que le dossier me parvienne. Je suis assez surprise du délai de l'intervention de l'expert et puis le traitement du dossier avec la somme qu'on me propose. Vraiment, ça me paraît assez acceptable. Après son dossier réglé, direction Engré où il a rendez-vous dans un garage partenaire. Pour la réparation rapide des véhicules, Didier s'y rend régulièrement afin de préserver les intérêts de sa compagnie et des assurés. Un suivi qui a permis à son entreprise de réaliser un chiffre d'affaires de près de 6 milliards de francs CFA en 2020. Didier et son équipe visent un chiffre d'affaires d'environ 14 milliards de francs CFA pour l'année 2021. Un objectif ambitieux qui passe par une meilleure réglementation du secteur. La plupart des intermédiaires n'ont pas le minimum d'informations à communiquer aux différents clients quand il y a un accident. Parce qu'un client qui est mal orienté, il va sans dire que la gestion de son sinistre sera difficile. Au niveau de nous, les assureurs, une compagnie adverse établit un chèque de réparation à l'ordre de son confrère. Donc il faut qu'on assure entre nous, les assureurs, la fluidité dans le paiement de nos sinistres. 30 minutes plus tard, c'est ici dans ce garage que sa compagnie répare en moyenne près de 10 véhicules par mois. Ce jour-là, le contrôle de l'avancée des travaux de ce véhicule. Il est venu pour la réparation et la peinture du capot. Donc vous avez vu un des techniciens, un des peintres en train de construire le véhicule. Délai de réparation raccourci, qualité de l'équipement, qualification du personnel, ces garagistes sont sélectionnés selon un cahier des charges assez pointu afin de garantir un niveau de réparation sans faille. Pour l'année 2020, le coût des règlements de sinistre pour Didier s'est élevé à près de 2 milliards de francs CFA avec un coût moyen de réparation par véhicule estimé à 1 million de francs CFA. Alors le coût de réparation d'un véhicule est fonction du dommage que ce véhicule-là a. Le véhicule peut même être déclaré économiquement irréparable. En ce moment, à la réception du rapport d'expertise, nous procédons à l'établissement d'un chèque à l'ordre du client. Et automatiquement, il va s'acquérir un nouveau véhicule. Un partenariat très avantageux pour les gérants de garage car cette collaboration leur permet de faire un bon chiffre d'affaires. Pour les véhicules de compagnie d'assurance que nous réparons ici au sein de notre atelier, en termes de chiffre d'affaires, c'est combien? Je dirais 60% de chiffre d'affaires. Le coût chez le concessionnaire est à plus de 10 000 francs CFA. Mais pour une PME comme la nôtre et tout, nous avons le coût horaire ici qui est de 4 500 francs CFA en hors taxe. Selon l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, ASACI, le chiffre d'affaires de l'assurance non-vie était estimé à 232 milliards de francs CFA en 2020, en croissance de 4% sur un an. Un alléchant marché qui représente 56% des totales des primes souscrites en Côte d'Ivoire pour l'année 2020.
Alors, dans quel cas la responsabilité de l'assurance n'est-elle pas engagée? Alors, après un sinistre, la maison d'assurance établit le degré de responsabilité de son client de 0 à 100% et l'indemnise en fonction. Par exemple, si vous êtes jugé responsable à 100%, c'est-à-dire si vous avez heurté un piéton, vous avez ouvert votre portière et percuté un véhicule, vous avez percuté le véhicule qui vous précède, par exemple, vous êtes jugé responsable à 100% et vous n'êtes pas indemnisé, sauf si vous êtes sous une couverture assurance tout risque. A contrario, si vous êtes jugé responsable à 0%, eh bien vous serez intégralement indemnisé. En tout cas, c'est bon à savoir. Merci Christelle. À présent, c'est l'heure de Minute Bon Plan de Soraya. Soraya, avec vous ce soir, on parle des plateformes de prestation de services. Oui, Justine, vous savez, avant, pour trouver un plombier, un menuisier ou un électricien, il fallait passer par le bouche à oreille. Mais aujourd'hui, avec l'essor du digital, de nouvelles startups ont décidé de réinventer l'artisanat via des applications qui certifient les compétences de ces artisans et les met en contact avec de potentiels clients. Et quelles sont ces plateformes-là? Alors, on a tout d'abord une plateforme qui est spécialisée dans tout ce qui est dépannage d'urgence. Et si vous avez besoin d'un électricien, d'un plombier, vous avez accès à une base de données de plus de 500 artisans, de quoi largement simplifier la recherche d'un bon artisan pour la réalisation des travaux. Et comment ça marche? Il vous suffit de choisir la prestation dont vous avez besoin. Ici, nous allons choisir l'application de rideaux. On nous demande combien de rideaux on veut mettre. On en met 4. On choisit une date et on valide. Et ensuite, on nous met le prix auquel on sera facturé, 18 500 francs CFA. Ce prix comporte le déplacement, la main-d'œuvre et le nettoyage du chantier. Mais c'est un prix de base. Car lorsque l'artisan vient chez vous, s'il y a par exemple d'autres éléments qui rentrent en compte, le prix peut être revu. Et si vous avez aussi l'avantage de connaître personnellement un artisan, pour ce même service, vous pouvez négocier à 10 000 francs ou 15 000 francs CFA. Donc pour ce service particulièrement, on peut dire que l'application est un peu plus chère, mais c'est une très bonne option pour toutes les personnes qui sont dans l'urgence ou alors qui ont de gros travaux de rénovation et ne savent absolument pas à qui s'adresser. Je précise aussi que si vous avez un budget particulier ou des besoins particuliers, vous pouvez soumettre vos besoins à la plateforme et la plateforme vous proposera une palette d'artisans. Et comment s'assurer de la fiabilité de ces prestataires de services? Alors, tous les artisans de cette plateforme sont évalués et testés à travers des entretiens individuels. De plus, aujourd'hui, avec plus de 150 interventions mensuelles, la plateforme comptabilise plus de 6 000 interventions depuis son lancement en 2017. On a aussi une autre plateforme du même genre qui marche sur le même principe. Elle nous propose des artisans aussi, des plombiers, des électriciens, des menuisiers, mais elle nous propose aussi des décorateurs, des coiffeurs, des aides-soignants et des chauffeurs. Et sur cette plateforme, vous pouvez tout simplement consulter les avis des clients qui vous ont précédé pour faire un choix. Merci Soraya, Landry. Christelle, merci, on vous retrouve dans une semaine. Mère Témoni revient tout de suite après la page pub. Vous êtes devant RT Money et vous faites bien car dans quelques instants, j'ai rendez-vous avec l'invité cash, Youssouf Karus, fondateur et directeur général de Pulsar Partners, une société d'investissement pour parler des obstacles et opportunités des investisseurs. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous ce soir l'avance sur facture. Regardez. Chaque entreprise le sait. Hélas, tous les clients ne sont pas bons payeurs. La structure peut facilement se retrouver avec plusieurs factures impayées, ce qui peut s'avérer fatal pour sa trésorerie et son existence. Voilà pourquoi elle peut se tourner vers sa banque pour demander un financement anticipé, à savoir l'avance sur facture. L'avance sur facture, encore appelée escompte, est l'une des offres de crédit proposées par les banques aux entreprises. C'est une forme de financement qui permet aux entreprises d'avoir de l'argent frais avant le paiement par leurs clients de leurs factures. Lorsqu'une entreprise vend, elle établit une facture qui est un document qui atteste de la vente d'un produit ou de la réalisation d'une prestation.
Sur ce document est inscrit entre autres la quantité d'articles, les conditions d'achat, la somme due, les délais de paiement, etc. Dans le cadre d'une opération d'avance sur facture, encore appelée en jargon bancaire l'ASF, c'est cette facture que l'entreprise va céder à la banque qui va à son tour lui restituer la somme inscrite sur la facture sous forme d'avance. Cette opération est assimilée à ce qu'on appelle un rachat de crédit. En le faisant, la banque devient donc propriétaire du paiement à venir des clients de l'entreprise. Mais attention, l'avance sur facture est un crédit. Elle occasionne donc des intérêts aussi pour se protéger. Les banques opposent un certain nombre de conditions à l'entreprise qui veut bénéficier d'une avance sur facture. Par exemple, voici les conditions d'un grand groupe bancaire en Côte d'Ivoire. Pour une entreprise qui a un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA, la banque ne paie que 80% du montant des factures qui ne doit excéder 200 millions de francs CFA. Le crédit doit être remboursé dans un délai de 3 mois renouvelable qu'une seule fois. En plus de tout cela, la banque prélève un taux d'intérêt allant de 12 à 14,5% du montant de la facture. Une opération pas très économique au final. L'entreprise doit donc s'assurer de la solvabilité de ses clients en évaluant avec minutie les risques qu'ils représentent avant de procéder à une quelconque demande d'avance sur facture à sa banque. Car une avance sur facture peut laisser des intérêts salés. Notre invité ce soir est un économiste reconnu, mais il est surtout le fondateur de Pulsar Partners, une société d'investissement. Youssouf Karis, bonsoir. Bonsoir Justine. Alors, vous êtes à la tête d'une société d'investissement. Qu'est-ce qu'on entend par société d'investissement? Alors, si vous voulez, le rôle d'une société d'investissement, c'est de designer des produits d'investissement pour des investisseurs, donc qui ont vocation à placer l'argent qu'ils ont de disponible, donc leur disponibilité, sur des stratégies d'investissement. Donc le job de la société, c'est de mettre en place une stratégie et de mettre en place le produit financier adapté à cette stratégie, de sorte à ce que les investisseurs puissent avoir en portefeuille l'ensemble des actifs qui sont visés par cette société d'investissement-là. Et d'où est-ce qu'ils prennent cet argent-là ? Ça dépend, il y a plusieurs typologies d'investisseurs. Vous avez des personnes physiques, par exemple, vous avez aussi des fonds de pension, donc ceux qui gèrent les retraites. En Côte d'Ivoire, c'est par exemple la CNPS qui, elle aussi, investit d'ailleurs dans des infrastructures, dans d'autres fonds d'investissement. Donc c'est aussi un investisseur, c'est aussi une typologie d'investisseur. Mais il y a aussi des assureurs, par exemple. On revient à Pulsar Partners. Quelle est sa vocation? La vocation de Pulsar est de créer, si vous voulez, des véhicules d'investissement. Nous faisons à la fois de l'immobilier résidentiel, donc des maisons d'habitation destinées à l'habitation, de l'immobilier de bureaux, donc c'est des bureaux, des immeubles de bureaux. Mais on fait aussi, alors on se prépare à faire maintenant de l'immobilier, ce qu'on appelle industriel. Et donc c'est ce que j'appelle moi de la logistique spécialisée, donc pour tout ce qui est produits phytosanitaires, produits pharmaceutiques, produits chimiques par exemple, et des chaînes de froid. C'est des produits qui demandent de respecter tout d'abord des normes environnementales, des normes anti-incendie aussi, et donc ça coûte un peu plus cher que des entrepôts généralistes. C'est un peu la stratégie d'investissement que nous avons choisie. Est-ce qu'il y a des obstacles aux investissements ? Quand vous êtes un investisseur local, pour moi, un des principaux obstacles, c'est les obstacles administratifs. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'appelle l'efficience administrative. Aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur en Côte d'Ivoire, vous avez une contrainte qui est très forte. C'est pour n'importe quel acte basique, acte administratif, vous avez énormément de délais et vous avez énormément de contraintes. Alors, je ne parle même pas de fiscalité, là, je ne parle pas d'impôts. Je parle d'actes classiques. C'est-à-dire que même il y a quelques années encore, pour créer une entreprise, c'était plus ou moins simple, ça avait été simplifié. Aujourd'hui, ça redevient encore compliqué. Donc, pour moi, les actes administratifs, c'est un frein important. Parce que, surtout pour un investisseur, nous, nos objectifs sont mesurés à l'année. Donc, naturellement, vous imaginez bien que quand on structure un nouveau projet et qu'on a un temps administratif de 6 mois à passer dessus, c'est 6 mois où on n'a pas d'investissement qui est en train de tourner. On est juste en train de discuter avec l'administration. Et donc sortir des permis, sortir des actes, etc. etc. Ça ne devrait pas être le cas en réalité. Quand vous êtes un contribuable ivoirien, il n'y a pas de raison que pour sortir une nouvelle DFE, par exemple, on vous fasse poireauter des mois. Enfin, c'est inadmissible pour moi. Et ça, effectivement, c'est un frein au financement de projets. Des projets qui tirent en longueur parce que, justement, il y a des actes administratifs à sortir, parce que c'est ce que les investisseurs demandent pour être assurés, pour sécuriser leur investissement. Ils ont besoin que certains actes juridiques, notariés, y compris administratifs, soient produits par le porteur de projet. Quelle est la place de la Côte d'Ivoire sur le continent? Est-ce qu'on est mieux
classés que d'autres? Oui, aujourd'hui, oui, il y a eu quand même une bonne évolution déjà dans ce que les gens perçoivent de l'extérieur du continent vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Effectivement, quand on est sorti de la crise militaire, il y a eu tout un rattrapage. Aujourd'hui, les gens le voient, il y a eu une phase d'investissement public qui d'ailleurs continue encore, qui nous fait un taux de croissance intéressant. On a un profil pays aujourd'hui, si vous voulez, vis-à-vis de l'extérieur du continent, qui est très intéressant. Et ça, les investisseurs étrangers comme les investisseurs locaux sont unanimes sur la question. On a des conditions, on a des opportunités, c'est des opportunités intéressantes, les cadres ont évolué, il y a eu des réformes qui permettent de mieux faire du business, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut continuer d'être exigeant. Notamment, moi, je suis très exigeant sur ce qui est l'environnement réglementaire. L'environnement réglementaire, pour moi, n'a pas suffisamment évolué. Que faire? Il faudrait réformer, il faudrait penser une forme juridique spécifique pour les sociétés d'investissement. Alors je sais qu'il y a une réglementation qui est sortie en 2018, il me semble, de mémoire pour des sociétés dites holding d'investissement. Je pense qu'il faut pousser la réflexion encore plus loin que ce qui a été fait. D'ailleurs, ce qui a été fait est très bien. Il y a des avantages fiscaux, par exemple, à faire de l'investissement maintenant en Côte d'Ivoire via ces sociétés holding, mais ce n'est toujours pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, faire en sorte que de vrais fonds d'investissement, donc avec des formes juridiques de fonds d'investissement, puissent s'incorporer directement en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un travail qui doit se faire, pour moi, avec le régulateur des marchés financiers, donc le CREPMF, avec la BCAO, etc. C'est une réflexion qui est régionale pour moi, pas que nationale. Alors du coup, dans quoi investir aujourd'hui et quels sont les investissements malins? Moi, ce que je dis souvent à ceux qui me posent la question et qui sont plutôt des particuliers, je leur dis il vaut mieux se constituer une épargne, une sorte de complémentaire retraite, parce que dans des pays comme les nôtres où la population est très jeune et où les systèmes publics sont très faibles, il vaut mieux avoir une complémentaire retraite et ça se prépare très très tôt. Parce qu'on n'a pas la garantie que l'administration soit capable de payer les retraites pour tous ceux qui sont jeunes aujourd'hui et qui seront à la retraite demain. Donc ça, c'est une vraie problématique. Pour adresser cette problématique, pour moi, il ne faut pas faire de placements risqués. Vous allez voir n'importe quelle banque ou banque d'investissement. Alors, il y a ce qu'on appelle les SGI aujourd'hui sur notre place financière. Vous leur dites, moi, je veux ponctionner une partie de mon salaire et placer ça sur des investissements non risqués. Ils sont tout à fait outillés pour vous conseiller. Donc moi, je conseille de ne pas s'improviser investisseur et de faire des placements, commencer par faire des placements simples, quasi sans risque, avec un rendement qui est connu, pour du très long terme, pour votre retraite, pour vos enfants, etc. Et c'est déjà un premier pas. Après ça, on peut passer à un autre stade. Youssouf Karis, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci à vous. RTI Money, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir.